Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Je vous avais promis la semaine dernière de vous parler des diplomates et notamment le grave problème qui existe actuellement entre la France et le Niger. On a remis en cause les dispositions consulaires et jusqu'à présent, l'ambassadeur de France au Niger se trouve cloîtré dans son ambassade parce que les nouvelles autorités nigériennes ont décidé qu'il ne pourrait plus exercer ses fonctions de diplomate. Alors, la semaine dernière, je vous ai dit que nous pourrions examiner ensemble le rôle et la situation des diplomates d'une manière générale. Et je vous avais promis de vous présenter les documents qui permettent aux diplomates de fonctionner. Alors, je ne vais pas vous lire la Convention de Vienne, parce que j'ai un devoir de réserve vis-à-vis de cette convention. Je ne peux pas la discuter au niveau des médias, mais je vais vous donner les références au cas où vous souhaiteriez le trouver. Vous pouvez aller sur Internet, probablement vous allez trouver, et vous pourrez vous en tirer vous-même vos réflexions. Alors, quels sont les privilèges et immunités du corps diplomatique? En détail, les agents du corps diplomatique bénéficient d'un privilège et immunité nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions dans l'État accrédité, l'État hôte. Ces garanties peuvent également s'appliquer à leurs familles et aux autres membres de sa mission diplomatique, de même qu'aux personnes administratives et techniques. Alors, dans le cas du Niger, le Niger est un État hôte et l'ambassadeur de France est au Niger en tant que France. Et normalement, l'ambassade est inviolable parce que l'ambassade est considérée comme à l'étranger. Inviolabilité personnelle. L'État accréditaire doit assurer la sécurité de l'agent diplomatique. Il ne doit donc pas porter atteinte à sa personne, à sa liberté ou à sa dignité, ce qui exclut toute mesure d'arrestation ou de détention. Cette obligation demeure même en cas de conflit armé ou de rupture des relations diplomatiques. Vous avez bien compris. Donc l'ambassadeur de France est protégé au Niger, on ne peut pas le toucher. Exemption fiscale. L'agent diplomatique ne peut être soumis à l'impôt de l'État accréditaire. Exemple d'exception, impôt sur des revenus fonciers dans l'État d'accueil. Exception des droits de douane. Les objets destinés à l'usage personnel de l'agent ou des membres de sa famille en sont exemptés. Elle peut être élargie à d'autres objets, mais cela relève alors de la courtoisie internationale. Concernant la liberté de déplacement, l'État accréditaire, donc le Niger, doit prendre les mesures nécessaires pour que l'agent diplomatique bénéficie de la faculté de se déplacer sur son territoire. Voilà. Et il y a eu cette convention de Vienne. La convention de Vienne sur les relations diplomatiques, c'est une convention qui remonte depuis 1961. Et c'est faite à Vienne le 8 avril 1961, entrée en vigueur le 24 avril 1964, Nations Unies, recueil des traités, volume 500, page 95. Alors, je vous donne toutes ces informations-là. Si vous voulez vous en procurer, vous allez sur Internet et vous pouvez le rechercher et vous le trouverez. Mais moi, mon devoir de réserve m'interdit de le commenter, puisque, comme vous savez, la France est impliquée dans cette affaire, et donc je suis français. C'est ma nation. Et je dois respecter les règles et de courtoisie
et de réserve qui me sont imposées. Autrement dit, nous allons parler d'un événement particulier qui se déroule actuellement en Haïti. Haïti, comme vous le savez, depuis le temps, est partagé en deux États, la République d'Haïti et la République de Saint-Domingue. Il y a une convention qui a été signée en 1929 concernant une frontière naturelle qui est une rivière qui s'appelle la rivière Massac. Sur cette rivière Massac coule de l'eau en permanence. Du côté de la République dominicaine, il y a déjà eu 11 canaux d'irrigation installés par la République dominicaine. Il n'y a aucun canal à ce jour installé du côté de Haïti. Le président Jovenel, je disais Préval parce que vous travaillez longtemps avec Préval, moi. Le président Jovenel, dans son programme, avait indiqué qu'il allait créer un canal sur la rivière Massac pour prendre de l'eau pour irriguer 3000 hectares de terres agricoles. Il a entamé les travaux et à sa mort, 65% des travaux avaient été réalisés. Jovenel Moïse étant décédé, la Constitution prévoit toujours, parce que c'est la Constitution qui est en vigueur, que le Premier ministre en place doit prendre les choses en main et, dans le délai de 90 jours, doit provoquer l'élection d'un nouveau président. Je vous rappelle que Jovenel Moïse a été assassiné à son domicile le 7 juin 2021. Depuis, le Premier ministre n'a pas accompli les missions que lui incombe la Constitution. Et quand on observe bien quelle est la situation du Premier ministre, on constate qu'il avait été certes nommé par le président Jovenel, mais qui n'avait jamais été installé et que par conséquent, il n'avait pas l'implication qui indique qu'il est Premier ministre. Mais avant Jovenel Moïse, il y avait un Premier ministre qui s'appelait M. Claude, et ce Premier ministre avait été remplacé par Jovenel au profit de M. Ariel. Mais l'ancien Premier ministre avait été nommé ministre des Affaires étrangères, ce qui veut dire qu'il avait une capacité diplomatique aussi. Donc, les choses se sont déroulées à la manière de facto, puisque les gens ont pris des pouvoirs, ils ont été installés comme ministre de ceci, ministre de cela, et jusqu'à présent, en réalité, il n'y a pas de gouvernement en Haïti, il n'y a pas de président de la République, il n'y a pas d'Assemblée nationale, et il n'y a pas de Sénat. Donc c'est un pays, on pourrait dire, c'est une coquille vide. Mais voilà que le problème qui se pose maintenant sur la rivière Massac. Les habitants de Wanameng, qui est la ville frontalière avec la République dominicaine, ont décidé de poursuivre les travaux à leurs frais. Ce n'est pas l'État qui paye, ce sont les habitants de Wanameng et des gens de la diaspora qui apportent un financement pour achever ces travaux. Et le fait d'avoir attaqué ces travaux déplaît considérablement au président de la République dominicaine, en l'occurrence M. Abinader. M. Abinader, dans un
source de colère, a décidé de fermer les frontières avec Haïti. Frontières maritimes, frontières aériennes, frontières routières, tout est fermé. Mais il se trouve que les producteurs de fruits et légumes de la République dominicaine ne peuvent plus exporter leurs fruits et légumes vers Haïti, parce qu'il faut savoir que c'est Haïti qui consomme le maximum de la production agricole de Santo Domingo. Et de plus, ce sont des salariés, enfin, je dis salariés, mais comme le plus souvent, ce sont des gens qui sont en situation irrégulière, qui sont employés sur des plantations. Eh bien, ces employés-là, ce sont des Haïtiens. Donc, quand vous fermez la frontière, ils ne peuvent pas aller en République dominicaine pour travailler. Et le fait que la frontière est fermée, les produits de la République dominicaine ne peuvent plus entrer en Haïti. Conséquence, les fruits et légumes pourrissent et sont jetés, évidemment, à la poubelle. Voilà la situation telle qu'elle se présente. Monsieur Ariel, qui a été consulté par le président dominicain, a dit qu'il n'a rien à voir dans ce dossier puisque ce n'est pas lui qui a ordonné la reprise des travaux. Je vous ai dit que c'est un programme qui était établi par l'ancien président. C'est un canal qui avait commencé à être creusé et qui a été jusqu'à présent à 65% réalisé. Le Premier ministre actuel a décidé qu'il n'a rien à voir dans cela, que ce n'est pas son problème, il n'a pas donné ordre de reprendre les travaux, donc les gens se débrouillent. Vous savez, les Haïtiens sont des Haïtiens. Ce sont des enfants de Dessalines, comme ils disent. Et vous savez que Dessalines, c'est lui qui a mis la France hors d'état de nuire en Haïti depuis 1804. Alors, vous savez bien que cette foi révolutionnaire ressurgit de temps en temps. Alors, c'est pour vous dire ceci, que j'étais là aujourd'hui, et surtout pour rendre un hommage à mon vieux camarade qui est décédé, Christian Lara. J'étais son transitaire dès qu'il y avait un travail à faire d'importation, d'exportation de ces films, de ces roches, comme on dit. C'est à moi qu'il les confiait et je le faisais volontiers. Et je me souviens d'une soirée extraordinaire qu'il avait organisée à Moule, en présence de notre ami Christian Viviès, d'ailleurs, que je salue, en hommage à Madame Aldoro, qui est elle-même cinéaste, qui était de passage en Guadeloupe. Et cette soirée avait été organisée à Moule. Et c'est Christian Lara qui était à la baguette. Ce soir, aujourd'hui, on rend hommage guadeloupéen, je dirais, un hommage de toute la Guadeloupe à Christian Lara, au Fort d'Elgrès. Alors je vous recommande de vous y rendre pour lui apporter le dernier hommage que la Guadeloupe pourrait lui donner, parce que c'est lui qui est le père du cinéma guadeloupéen, martiniquais et guyanais. Bon, qu'en à vous tous, chers amis, prudents sur les routes, et on se retrouve samedi prochain dans le cadre du Forum libéral.